Bonjour à toutes et à tous et bienvenue, c'est Smart Impact, l'émission des entreprises à impact positif. Voici le sommaire. Mon invité, c'est Anne-Claire Barbery, directrice RSE et innovation du groupe Perial. On va parler de décarbonation des actifs immobiliers. Pour le débat de cette émission, je vous présenterai un nouveau binôme créé par Entrepreneurs pour la planète, où quand le mentorat se met au service de la transition RSE, on explore aujourd'hui le secteur de la construction et du BTP. Et puis dans Smart Ideas, en partenariat avec HUP, l'association qui fait la promotion des entrepreneurs en situation de handicap, je vous présenterai Hervé Magnier et son entreprise Triterri Numérique. Voilà pour les titres, c'est Smart Impact et c'est tout de suite. Bonjour Anne-Claire Barbery, bienvenue. Vous êtes directrice RSE et innovation du groupe Perial. Les deux sont liés. La transformation écologique et sociétale, elle passe par l'innovation ? Les deux doivent être liés, absolument. Ouais. Je pense qu'aujourd'hui, les enjeux sont tellement importants qu'il faut non seulement respecter la réglementation qui arrive, l'anticiper, créer de nouveaux modèles. Donc absolument, il faut absolument innover dans la RSE. Alors le groupe Perial, je veux bien que vous nous présentiez quels programmes immobiliers vous développez ? Alors le groupe Perial est un groupe familial qui a été créé il y a 55 ans et qui développe des activités sur deux pans. D'abord une société de gestion, Perial Asset Management, et puis une activité plutôt de promotion immobilière qui est un petit peu plus petite que vraiment le cœur de métier sur la société de gestion. Oui. Concernant la société de gestion, aujourd'hui, on gère plus de 6 milliards d'euros d'actifs sous gestion qui sont répartis sur des produits financiers de type SCPI ou SCI et qui couvrent un patrimoine qui représente 1,5 million de mètres carrés qui sont répartis sur principalement du bureau en France, mais également de plus en plus en Europe et sur d'autres classes d'actifs comme le commerce ou l'hospitalité. Alors on va évidemment parler de finances à impact pour les fonds immobiliers, mais peut-être d'abord, si on essaye de dézoomer, le secteur de l'immobilier, à quel point c'est un gros consommateur d'énergie aujourd'hui ? Alors, le secteur immobilier est un des plus gros consommateurs d'énergie, notamment sur la phase d'exploitation du bâtiment, mais c'est aussi un gros émetteur de gaz à effet de serre sur toute la vie en fait, du bâtiment, de sa conception à sa destruction. Et puis, il y a évidemment d'autres sujets qui sont liés sur notamment l'artificialisation des sols, donc la perte de biodiversité. Donc, finalement, l'immobilier est un peu au cœur des enjeux environnementaux. Il y a beaucoup d'impacts négatifs qui sont générés, mais il a aussi la possibilité de transformer ça en impact positif. C'est ce que j'allais vous dire. C'est-à-dire quand on est une part importante du problème, on détient aussi une part importante de la solution. Comment ce secteur peut justement contribuer à cette transition écologique et sociétale ? Et puis peut-être avec quelle méthode ? Alors, si on prend par exemple le volet environnemental, effectivement, on est conscient que le secteur est un peu un mauvais élève sur un certain nombre de sujets, mais on pense aussi que l'immobilier peut être régénératif d'un certain nombre de sujets. Par exemple, un bâtiment peut être meilleur en termes de biodiversité en améliorant l'état initial. Ouais. Il peut aussi produire de l'énergie et puis contribuer à être un puits de carbone. Donc on voit que il y a de plus en plus de, pardon de vous interrompre, il y a de plus en plus de bâtiments à énergie positive. Donc c'est ça, on produit plus qu'on ne consomme. Absolument. Tout simplement. Donc il y a un enjeu aussi de travailler sur l'existant, qui est vraiment le cœur du sujet, d'améliorer les actifs existants. Et puis sur le volet social, évidemment, sans parler des sujets de mal logement ou de précarité énergétique qu'on doit tous résoudre, je pense qu'il y a un enjeu de pouvoir travailler sur la plasticité du bâtiment. Alors, ça veut dire quoi, ça ? La plasticité du bâtiment consiste concrètement à dire comment un bâtiment peut être ouvert plus longtemps à plusieurs types d'utilisateurs et pour différents usages. Donc vraiment intensifier l'utilisation de ces bâtiments-là, donc qui répond au sujet aussi environnemental. Ouais. Et l'enjeu étant de dire comment je peux améliorer la qualité de vie des utilisateurs sur tout un tas d'activités. Comment je peux mieux vivre, mieux travailler, mieux apprendre, etc. Ouais. On va parler de finances à impact pour les fonds immobiliers. Alors déjà, ça veut dire quoi ? On parle de quoi quand on dit ça ? Alors la finance à impact est un sujet qui se structure très rapidement en France, notamment autour de 3 piliers, l'intention, l'addition et la mesure. Alors pour l'immobilier, c'est assez simple puisqu'on a l'avantage d'avoir un sous-jacent qui est un objet physique, concret, et les bénéficiaires directs sont matérialisables assez facilement, c'est des locataires. Donc l'enjeu de la finance à impact pour l'immobilier, c'est d'avoir l'intention de créer des impacts positifs sur l'environnement, sur la société, sur les utilisateurs, de démontrer qu'on fait mieux que les autres, c'est l'addition.
créer des impacts qui ne sont pas générés ailleurs, et puis d'avoir la transparence et la mesure des impacts qu'on réalise. Ouais, vous parliez en tout début d'interview finalement du cadre réglementaire, du fait de devoir peut-être anticiper d'autres réglementations ou prendre de l'avance. Ce cadre réglementaire en matière de finance à impact, il est quoi? Il est contraignant? Est-ce qu'on parle tous la même langue? Vous voyez ce que je veux dire? Alors, la finance à impact se structure, mais effectivement, sur les sujets de finance responsables et des sujets extra-financiers, le cadre réglementaire se structure très rapidement en France et en Europe. On peut évidemment citer la réglementation disclosure, qui vise à plus de transparence sur les produits financiers, la taxonomie, qui vraiment liste les activités et les activités dites vertes pour les secteurs économiques. La taxonomie, donc c'est européen, je le rappelle. Oui. Ça y est, il y a la liste qui est assez vaste, je crois, c'est, je ne sais plus d'une centaine de... 115, c'est ça, dans le niveau de détail, de recommandations et de marche à suivre, quoi. J'emploie des mots qui ne sont pas les bons, mais à quel point c'est compliqué pour un secteur comme le vôtre de répondre à cette nouvelle réglementation européenne? C'est compliqué pour les acteurs qui ne s'y sont pas mis depuis le début. Alors, nous, chez Périel, on a la chance de pouvoir travailler sur ces sujets-là depuis plusieurs années maintenant. Mais c'est vrai que c'est tout un langage qui doit être normé, qui doit être le même pour tous, sur des sujets qui sont nouveaux, qui sont complexes. Et pour l'immobilier, c'est toujours nous assurer que les textes qui sont globaux s'appliquent bien aux spécificités de l'immobilier et pas uniquement au fonds valeur mobilier en général. Donc les immeubles sur lesquels travaille le groupe Périal, c'est plutôt des immeubles de bureaux, des immeubles du secteur tertiaire, c'est ça? Absolument. Dans la conception d'un immeuble ou dans son évolution, puisque c'est de ça dont on parle. On parle par exemple de résilience climatique. Ça, je voudrais bien savoir ce que ça veut dire, et puis comment concrètement ça se réalise. Il y a une notion de service aussi, une notion de proximité. Voilà deux éléments sur lesquels je voudrais bien vous entendre. Donc d'abord, la résilience climatique, ça veut dire quoi ça ? Alors, la résilience climatique, c'est d'abord partir du constat qu'il y a un certain nombre d'événements climatiques extrêmes qui ne sont plus situés à des dizaines de milliers de kilomètres de chez nous, mais qui sont bien présents. On parle évidemment de canicules, de méga-feux, d'inondations. Et tous ces sujets-là viennent impacter la qualité physique ou la qualité d'usage d'un bâtiment. Je prends un exemple, une canicule, on peut dire que physiquement ça peut ne pas avoir d'impact direct. En revanche, les locataires qui sont dans un bâtiment qui n'est pas agréable l'été vont partir. Donc ça va venir impacter négativement la performance, enfin la valeur d'un actif. Donc l'enjeu, c'est de savoir déjà cartographier tous les risques climatiques associés ce que j'allais vous dire. À un actif. J'ai un immeuble à tel endroit, quels sont les risques climatiques? Absolument. Donc et ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Et alors ensuite, l'enjeu, c'est de savoir à la fois ce qu'on peut faire sur le bâti, donc est-ce que je transforme un certain nombre de matériaux, je remplace un certain nombre d'équipements, sur les aménagements, il peut y avoir un certain nombre d'aménagements qui peuvent être faits ou adaptés, et puis des procédures d'exploitation et de gestion au quotidien. C'est si l'événement majeur arrive et que je n'ai pas encore adapté mon bâtiment, comment je fais ? Donc il y a vraiment un set d'actions qui peuvent être mises en place pour réduire cette vulnérabilité. Et alors sur les services de proximité, ça rejoint, je pense, ce que vous disiez tout à l'heure sur la plasticité finalement d'un immeuble. C'est démultiplier son apport à son écosystème, au territoire dans lequel il se trouve, c'est ça? Absolument. Les services, nous, on a la chance d'avoir un patrimoine qui maille assez bien le territoire. Et donc dans cette logique-là, se dire finalement comment les bâtiments à l'échelle d'un quartier peuvent effectivement ne pas uniquement servir aux locataires de bureaux qui viennent tous les jours, mais servir aux habitants du quartier à des horaires plus divers. Typiquement, je ne sais pas, moi j'ai un auditorium au sein de mon bâtiment qui est assez peu utilisé tout le temps, je vais pouvoir l'ouvrir à des associations, à des habitants du quartier. Voilà. Ouais. Alors il y a une question qui est une question d'actualité et une question d'habitants de ville, et je pense qu'on a dû vous la poser déjà une paire de fois, c'est les immeubles de bureaux qui restent éclairés la nuit. Franchement, je ne comprends pas. Ça me semble une aberration, encore plus quand on est en période de crise énergétique et de demande de la part de l'État aux Français et aux industries et au secteur économique de faire des efforts. Pourquoi, tout simplement? Est-ce qu'il y a une logique?
Alors, il n'y a pas forcément de logique absolue. Alors, après, il peut y avoir une logique, typiquement... Sécuritaire, mais aussi même d'activité, hein, des locataires qui sont là 24, 7, mécaniquement, ils ont besoin... voilà. En revanche, je pense que ces sujets de sobriété, pour un certain nombre d'entreprises, n'étaient pas forcément très compris ou très anticipés. Je pense que maintenant, on arrive dans une ère qui est un petit peu différente, avec aussi un coût associé qui permet aussi de faire comprendre l'importance du sujet. Avant, on parlait en kilowattheure, ça parlait à personne. Maintenant, on parle en euros. Je pense que ça parle à plus de monde. Et donc, ça va inciter pas mal d'entreprises à s'y mettre. Merci beaucoup, Anne-Claire Barbery. À bientôt sur Bismart. C'est l'heure de notre débat avec un duo d'entrepreneurs pour la planète. Vous savez qu'on est partenaire de cette association. Smart Impact, partenaire d'entrepreneurs pour la planète. L'association crée des binômes sur le principe du mentorat pour accélérer la transformation environnementale de notre économie. Je vous présente tout de suite mes invités. Franck Boucher, bonjour. Bonjour. Bienvenue, vice-président de Valgo, et vous accompagnez dans son projet Marc Dib, bonjour. Bonjour Thomas. Bienvenue à vous aussi, vous êtes le fondateur de Néolithique. Allez, une présentation rapide de vos entreprises respectives pour commencer. Franck Boucher, Valgo, votre métier c'est réhabiliter les friches et les sites industriels, c'est ça ? C'est ça. Valgo est une société qui a été créée en 2004. À cette époque, mon frère, le président fondateur, François Boucher, disait, nous n'héritons pas la terre de nos parents, nous l'empruntons à nos enfants. Et aujourd'hui, Valgo est médecin de la terre et travaille sur la réhabilitation des friches, la transformation des déchets. Vous employez l'expression de valgorisation ou de valgoriser un site. Ça passe par quoi, valgoriser un site ? Valgoriser un site, ça veut dire trouver toutes les méthodes et les méthodes les plus innovantes possibles pour le valoriser. C'est-à-dire passer d'un site qui est pollué ou d'un déchet qui n'a pas de seconde vie pour lui donner une nouvelle vie. Donc d'abord on analyse le risque, on analyse les polluants, on analyse tout ce qu'il faut savoir et comprendre pour concevoir et mettre en œuvre des solutions de changement. Démolir, désamianter, dépolluer le site et transformer son usage vers quelque chose qui est plus valorisant. Marc Dib, présentez-nous Néolithique, vous l'avez créé il y a 2 ans. Avec quelle idée ? Avec l'idée de créer un nouveau matériau de construction et à la fois aussi de valoriser des matières premières qui ne le sont pas ou peu. Donc l'objet de Néolithique, c'est la fabrication de ce matériau-là, Écolite, qui est une alternative au béton, qui est fait à partir de 100% de matières premières recyclées. Et pour faire simple, on a 2 matières premières principales, des déchets minéraux et des déchets plastiques. Donc dans le béton, c'est le ciment qui constitue la colle du matériau. Dans Écolite, c'est le plastique qui vient faire le liant. Et donc on obtient un matériau de construction qui est performant et vertueux. Pourquoi cette référence à l'ère néolithique ? L'ère néolithique, c'est une époque de la préhistoire assez intéressante où l'homme a commencé à traiter les matériaux différemment, à utiliser des matières premières un peu différentes et à les peaufiner et les raffiner. Et je pense que c'est ce dont on a besoin aujourd'hui. On a sur certains aspects une approche assez archaïque. On creuse des grands trous et on sort des matières premières. On est dans une émission qui s'appelle Bismart. Je pense qu'il y a de manière plus smart de faire que de transformer des ressources en déchets. Votre binôme Entrepreneurs pour la planète, il a été créé il y a une petite année. Alors vous jouez quel rôle, Franck Boucher ? Le mentorat. Le mentorat. Déjà, moi, je coach mes 2 enfants qui sont entrepreneurs et j'aime les jeunes. J'aime les jeunes qui représentent l'avenir, qui sont aussi au présent. Et la rencontre que j'ai eue avec Marc, son projet m'a plu et tout de suite ça a accroché. Tout de suite, franchement, on a discuté et le fit s'est fait. Parce que, pour expliquer comment ça marche, l'association propose quoi ? Plusieurs entrepreneurs, enfin, créer les binômes, mais il faut que ça, effectivement, il faut qu'il y ait des intérêts communs qui s'expriment, c'est ça ? Entrepreneurs pour la planète propose différents projets aux mentors. On en sélectionne 1, 2, et puis ensuite on rencontre le porteur du projet. Qu'est-ce qui vous a intéressé dans la démarche de Marc ? Bon, déjà, Valgo, c'est une société innovante qui a l'esprit start-up depuis 18 ans. Et jour après jour, brique après brique, ce qui maintient l'entreprise, c'est cet esprit d'innovation et de toujours essayer de progresser, innover pour durer. Et Marc,
son projet de transformer des déchets pour donner une nouvelle vie à un nouveau matériau de construction, forcément c'est dans notre ADN. Oui, c'est presque un débouché pour une partie des matériaux que vous récupérez. Qu'est-ce que vous attendez, vous, d'un mentorat comme celui d'Entrepreneurs pour la planète ? Et moi, j'avais beaucoup apprécié, quand j'avais découvert l'association, j'avais beaucoup apprécié l'approche, c'est-à-dire de mettre en relation des personnes expérimentées qui sont en activité avec des entrepreneurs comme moi sur le sujet de l'écologie. Et je trouve ça très intéressant, contrairement à certains circuits d'accompagnement où on va avoir des personnes dont c'est le métier d'accompagner les entrepreneurs et qui sont très efficaces par ailleurs. Là, on a quelqu'un qui fait la démarche volontaire et bénévole, désintéressée, et qui met du cœur en fait dans un projet qui l'intéresse. Ce qui a été le cas, je pense, avec Franck. Ouais. Et ce que j'attends, moi, c'est de bénéficier du regard et de l'expérience de Franck. Du réseau aussi, parce qu'il y a aussi une histoire de carnet d'adresse, quoi. Tout à fait. Surtout Franck a un carnet d'adresse assez impressionnant, qu'il a déjà partagé et qui a déjà donné des pistes de développement. Mais voilà, quand on développe une entreprise, on a souvent la tête dans le guidon, et même si on essaye d'anticiper le maximum de choses, parfois on navigue un peu à l'estime, et c'est bien, ça permet de voir qu'on a une intuition qui marche, mais c'est toujours bien aussi de recroiser tout ça avec quelqu'un d'expérience qui a un regard différent et qui a du recul par rapport aux choses. Ouais. Ce réseau, il est lié aussi, par exemple, au groupe Bouygues, je crois. Il y a une expérience personnelle qui est là. Moi, j'ai 30 ans de carrière, donc je suis bien content de pouvoir faire bénéficier ce réseau à Marc, qui est bourré de talent. Et tant mieux si mes cheveux blancs servent à quelque chose, évidemment. Mais je veux insister sur le fait que pour un mentor, ce qui est aussi très important, c'est le retour. C'est-à-dire que moi, je me nourris d'énergie de Marc. Oui, alors ça, c'est intéressant. Ça marche dans les deux sens. Ça marche dans les deux sens. Comme un manager doit prendre soin de son équipe et également avoir une vraie relation de retour vers lui, avec Marc, l'énergie, son énergie et sa vitalité et son enthousiasme, moi, ça me ravit de l'avoir en visio ou de le rencontrer pour discuter de tiens, je vais te rencontrer telle personne, on pourra approcher le sujet de telle manière, etc. Est-ce qu'il y a aussi une question autour de la gouvernance d'une entreprise, par exemple, quand on crée son entreprise, est-ce que c'est déjà une question que vous êtes posée et pour laquelle vous avez eu éventuellement besoin de Oui, bien sûr. Du mentorat. Quand on crée une entreprise, l'important c'est aussi de bien s'entourer et donc de réfléchir aux compétences qu'on va intégrer, qui vont venir compléter les nôtres, même si j'estime être un peu un touche-à-tout et comprendre pas mal de choses. Quand on crée son entreprise, il y a un côté Shiva. On n'a pas le choix. On n'a pas le choix. Mais c'est important il ne faut pas être prétentieux, il ne faut pas penser qu'on maîtrise tout. Il faut savoir s'entourer. Et donc c'est vrai qu'avec Franck, on a beaucoup discuté des compétences qui me manquaient ou qui seraient intéressantes d'intégrer dans Néolithique. Et puis dont d'ailleurs lui fait partie aussi d'une certaine manière. Votre objectif commun et l'objectif d'Entrepreneurs pour la planète, c'est de contribuer à la transformation de notre économie. Pourquoi le mentorat, ça peut être un levier intéressant pour vous, Franck Boucher ? Quand on mentore une société, d'abord c'est une façon de rester branché, rester dans le coup. Ça c'est toujours bien. Et également, c'est une façon de s'ouvrir. Quand j'ouvre mon carnet d'adresse sur un nouveau projet, c'est que j'y crois. Et c'est que j'entrevois éventuellement de nouveaux leviers parce que ce produit-là, aujourd'hui, j'y crois. Et je pense qu'il a aussi d'autres niveaux d'innovation pour le futur. Voilà. Donc ce qui est important quand même, c'est que les jeunes qui croient dans le futur, les jeunes qui ont un projet pour le futur, il faut les aider. Parce que je suis de la génération de nos futurs. Mais vous avez compris, c'est pas mon credo. Évidemment. Ecolite, vous en avez dit un mot, mais en quoi il est moins consommateur, beaucoup moins consommateur d'eau, beaucoup moins consommateur d'énergie ? Comment vous le fabriquez en quelque sorte ? Déjà, tout d'abord, on va utiliser que de la matière première recyclée, donc on ne touche pas à la ressource vierge. Dans le béton, on a beaucoup de sable, de gravier, beaucoup d'eau, vous l'avez dit, de l'eau qui s'évapore, ça on oublie souvent. En France en plus, c'est de l'eau potable. Dans Ecolite, on n'a que de la matière première recyclée, du minéral, du déchet plastique. On n'utilise aucune goutte d'eau puisque le liant est un liant polymère, c'est pas un liant hydraulique. Donc du coup, on va réduire d'autant l'empreinte carbone du produit et on a besoin de pas mal d'énergie quand même, mais on n'a pas besoin d'autant d'énergie que ce qui serait consommé par exemple pour la fabrication du ciment. Donc on a un produit qui est vertueux, qui permet d'enfermer, ça c'était très important dans l'idée, c'était d'enfermer aussi les déchets dans des produits à très longue durée de vie, pas de refaire comme c'est souvent le cas dans le recyclage du plastique, des objets à très courte durée de vie, donc qui vont de nouveau avoir 86% de chances de finir dans la nature ou dans la mauvaise poubelle. Et à la fin on a un produit très technique aussi. Et alors, évidemment, on a bien compris que ça matchait
parce que vous êtes dans des business et dans des activités qui peuvent se rapprocher ou qui se rapprochent. Est-ce que la matière première, vous allez la trouver sur des chantiers menés par Valgo, par exemple? C'est tout à fait possible, ça fait partie des pistes de développement. Valgo, comme vous l'avez compris, traite de la déconstruction, de la rénovation, de la réhabilitation et aussi de la déconstruction de ces sites-là. Donc nous, on peut utiliser une partie de cette matière première-là. Voilà, il y a d'autres acteurs qui font ça aussi, mais l'idée, c'est ça, c'est de créer des synergies aussi avec ces grands groupes qui sont évidemment des clients pour nous, mais des partenaires, des fournisseurs. Voilà, on rentre dans un écosystème, on s'intègre dans cet écosystème-là. Est-ce que vous vous êtes dit, tiens, je vais matcher pour Entrepreneurs pour la planète avec Néolithique et Marc Dib, parce que c'était aussi potentiellement un débouché pour les matériaux que vous retraitez? C'était certainement pas la première raison, mais... La première raison, c'est l'envie de faire. Ça, on a bien compris. Voilà, ça, c'est la première raison fondamentale, c'est le qui, plus que le quoi. Mais évidemment que ce type de matériaux pourra toujours trouver un débouché sur nos opérations. C'est-à-dire valoriser un site, c'est aussi proposer de nouvelles solutions. Mais est-ce que les matériaux que vous récupérez sur une friche industrielle, ils peuvent rentrer dans la composition de cette écolite? Oui, et c'est pour ça que je disais qu'il y a à trouver encore des nouveaux steps pour l'utilisation. Alors, ça, on va en parler évidemment pour terminer, mais la filière de valorisation, elle en est où? Parce que ça m'intéresse aussi. C'est-à-dire que quand vous créez avec votre frère cette entreprise, peut-être que c'est balbutiant et aujourd'hui, il y a un débouché pour tous les matériaux que vous récupérez ou pas encore? Comment ça se passe? Alors, d'abord, les déchets dangereux n'ont pas encore de débouché. Oui. Ils sont ultimes, mais on a inventé la complétude de ces filières. Il y a de plus en plus de filières qui existent, il y a de plus en plus de start-up qui justement investissent dans la transformation du déchet. C'est l'air du temps, c'est un sujet sur lequel Valgo a déjà travaillé depuis sa création. Et donc nous, on s'est spécialisé dans certaines typologies de déchets. Donc on n'a pas tous les déchets. Voilà. Mais oui, c'est aujourd'hui les débouchés de demain, c'est de trouver des filières pour tout type de déchets, de déconstruction. Il y a quand même aujourd'hui une grande proportion de déchets valorisés. Alors j'ai une double question, il nous reste un peu plus d'une minute, il va falloir aller vite. D'abord sur les débouchés effectivement jusqu'où les colites pourraient être utilisés, et puis est-ce que vous travaillez déjà sur d'autres matériaux sur le même principe? Bien sûr. En fait, l'intérêt de ce processus de fabrication, c'est qu'il est assez flexible. Donc, on va pouvoir intégrer pas mal de matières premières différentes et de qualité pas toujours idéale pour les recycleurs traditionnels. C'était vraiment l'ambition. Dans le recyclage, si vous voulez, on a toujours ce côté, on cherche la matière la plus pure possible et c'est très contraignant. Alors que finalement, quand on parle de déchets, on parle de matières qui sont impures, qui sont parfois mélangées, qui sont... Voilà. Et donc, l'idée pour nous, c'était vraiment de pouvoir d'avoir un processus de fabrication qui nous permette justement de voir loin et d'élargir l'horizon du recyclage, de proposer de nouveaux débouchés à toutes les entreprises comme Valgo ou comme les industriels du plastique aussi, et d'autres encore qui sont face à des déchets ultimes et qui n'ont pas de débouchés. Merci beaucoup, merci à tous les deux et à bientôt sur Bismart. On passe à notre rubrique consacrée aux startups et notamment celles qui sont en partenariat avec l'association H-Up. On fait la promotion des trophées H-Up dans notre émission. C'est tout de suite. J'accueille pour ce Smart Ideas Hervé Magnier, bonjour, bienvenue. Bonjour. Vous êtes le fondateur de Tri Numérique, conseil en transformation numérique, numérique responsable, inclusion et accessibilité. Vous l'avez créé quand et puis surtout pourquoi? Alors, pour être très transparent, ce n'est pas encore tout à fait créé, le cabis n'est pas déposé. Je suis en couveuse d'entreprise aujourd'hui. Et pourquoi je l'ai créé? Alors, je pense que c'est la convergence de 3 facteurs. Le premier, c'est une forte sensibilité à la cause du handicap. Le handicap m'est tombé dessus un peu par hasard et de manière très soudaine, et j'ai pris conscience de pas mal de choses il y a quelques dizaines d'années, avec aussi un besoin de transmettre et de partager mes quelques 40 années d'expérience dans les systèmes d'information pour aider la cause du handicap à s'approprier toutes les technologies et tout le numérique. Donc ça, c'est le premier axe. Le deuxième, faut pas nier, c'est une
une irrésistible envie d'entreprendre. En fait, je suis issu d'une famille d'entrepreneurs et depuis tout petit, c'était une idée fixe, donc je n'avais pas eu l'occasion encore de le faire. Et le troisième facteur, c'est une opportunité, un plan de départ volontaire. Ouais. Donc j'aurais pu partir en pré-retraite et bénéficier de tous les avantages que peuvent avoir les seniors. La carte avantage senior, les réductions dans les musées, et ainsi de suite. Okay. Les voyages, les croisières à la mer. Et vous vous êtes dit, bah non, je vais créer mon entreprise. Et en fait, non, pas du tout. En fait, j'avais envie d'assouvir ces deux envies. La première, c'était d'aider la cause du handicap. Et la deuxième, c'était d'entreprendre. Donc je me suis dit, pourquoi pas faire les deux en même temps, plutôt que de couler une retraite tranquille. Eh ben voilà, bravo. Et donc vous faites partie des lauréats, des finalistes de ces trophées HUP dans la catégorie entrepreneur en herbe. On y est, puisque l'entreprise est en cours de création. Alors, c'est quoi? Quel service, quelle prestation vous allez proposer en fait? Alors, trois axes. En fait, j'ai assez longuement réfléchi à comment je pouvais partager, comment je pouvais apporter de la valeur du numérique à la cause du handicap. Donc, les trois axes qui me paraissent être les plus importants et que j'ai retenus, c'est pour ça que l'entreprise s'appelle Tri Numérique. Le premier, T comme transformation numérique des entreprises et plus particulièrement des associations du monde du handicap qui sont aujourd'hui en forte demande de services et d'accompagnement sur la mobilité, sur la transformation de leurs activités, sur l'amélioration du service aux bénéficiaires. Les entreprises qui ont une forte sensibilité au handicap aujourd'hui, il y a pas mal de grandes entreprises qui développent une culture interne assez forte pour le handicap. Donc là, on est vraiment sur le volet de transformation numérique, accompagnement des entreprises dans leurs outils, dans leur transformation, dans leur organisation. Donc ça, c'est le premier axe. Le deuxième axe, R comme numérique responsable. Donc le numérique responsable, il y a deux grands axes. Il y a un axe environnemental. On parle beaucoup d'économie d'énergie aujourd'hui, toujours dans l'informatique, les data centers qui consomment trop, les PC et ainsi de suite. Et un deuxième axe qui est sociétal, donc avec un volet inclusif, sous-traitance handicap, aide au recrutement de travailleurs handicapés dans l'IT, qui est un secteur en forte tension aujourd'hui. Et puis le troisième axe, c'est I, comme inclusion numérique, avec un volet très très particulier sur l'accessibilité numérique, qui est quelque chose dont on ne parle assez peu aujourd'hui, mais qui est un volet réglementaire qui impose à toutes les entreprises de plus de 250 millions de chiffre d'affaires de rendre accessible à tous les publics tous leurs services numériques. C'est-à-dire rendre accessible leur site web, leur site marchand à des malvoyants, à des malentendants, à des 10, à des gens qui ont des troubles de la vision. Et il y a un réglementaire autour de ça et on en parle assez peu. Vous avez entendu parler du RGPD pour la gestion des données. Ouais. Et bien, il y a un référentiel qui s'appelle le RG2A qui est censé être applicable et qui n'est pas franchement appliqué, et notamment sur un certain nombre de sites de l'État. Ouais. Et donc votre entreprise permettra d'accélérer, on va dire, cette... Voilà, d'accompagner les entreprises dans la mise en œuvre et dans le respect moyens de cette réglementation. Voilà. C'est Tri Numérique. Merci beaucoup Hervé Magnier d'avoir participé à ce numéro de Smart Impact et donc des trophées HUP. On est toujours en partenariat avec l'association HUP, évidemment. Je vous dis à demain et je voudrais remercier, parce que cette émission, elle se fait à plusieurs, Louise Perrin à la programmation et à la production, assistée de Lily Zalkin, Héloïse Merlin au son et Angèle Jean-Girard à la réalisation. Salut, belle fin de journée sur Bismart. Merci à vous. Merci beaucoup.